C'est aussi là où je propose une forme de cours qui serait, pour le primaire et le secondaire, de formation à la citoyenneté. Mais une formation à la citoyenneté qui n'aurait rien à voir avec celle que propose, par exemple, le gouvernement français à l'heure actuelle, qui, à mon avis, va conduire à l'impasse. Une formation à la citoyenneté, essentiellement, qui consiste à donner de véritables outils de formation aux individus afin que ceux-ci puissent participer à une véritable délibération publique. Parce que très souvent, nos débats de société, en réalité, sont des polarisation complètement artificielle. Je crois que le débat sur la charte en est un exemple. Même s'il y a des éléments intéressants de ce débat, il y a énormément de polarisations qui sont complètement artificielles et qui font en sorte que, loin de progresser, ce débat conduit à une forme d'impasse. Ce que je souhaite, au contraire, c'est que dans une société comme la nôtre, si nous respectons véritablement les individus, alors il y a pluralisme et parfois il y aura conflit, parfois il y aura confrontation. Mais jamais ce conflit, jamais cette confrontation ne devrait déboucher, selon moi, au règne du plus fort. Et c'est le rôle de la solidarité d'empêcher une telle chose. Merci. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un. Je suis avec l'organisation avec laquelle je travaille, la Fédération des femmes du Québec, plongée dans des grands débats publics en cours. Une des critiques fondamentales qu'on entend très souvent, c'est que il faut privilégier le bien commun, quitte à supprimer certaines libertés individuelles. Alors, je pense que c'est un peu au cœur de votre réflexion. Et une des affaires qui me surprend constamment, c'est au nom de l'intérêt collectif en ce moment, par exemple, on est prêt à supprimer le droit au travail, par exemple, d'un certain nombre de femmes, et au nom d'un intérêt collectif des femmes. Et donc, mais je pensais qu'une partie de nos luttes féministes était non seulement d'avoir des droits collectifs, mais aussi de pouvoir exercer notre liberté pleinement sans aucun contrôle de qui que ce soit. Donc, cette opposition qui est faite très souvent entre bien commun et liberté de agir librement avec ses propres outils de jugement, je ne le saisis pas toujours. Est-ce que vous avez poussé un petit peu plus cette question-là dans le texte? Puis, je dirais aussi que je pense que parfois, au nom du bien commun, ça peut être une source, finalement, d'oppression, le bien commun. Donc, avez-vous abordé cet aspect-là? Puis, comment vous pensez le travail? Merci. Là, c'est des enjeux définitionnels. Moi, ce que j'appelle le bien commun ne peut pas correspondre à quelque chose comme une menace pour l'ensemble d'entre nous. Mais très souvent, ce qui est évoqué comme étant l'ordre du bien commun, là, représente effectivement une menace. Alors, pour ce qui est de la question des droits, et particulièrement, disons, de ce qu'on pourrait appeler des droits collectifs, il faut le voir de deux manières. Soit les droits collectifs, ce serait quelque chose comme un bouclier au-dessus de nos têtes. Alors oui, c'est lourd à porter. Mais on est plusieurs pour porter ce bouclier, il nous protège tous. Et il nous protège, vraiment. L'autre manière, ce serait de dire qu'en fait, les droits collectifs, c'est une épée de Damoclès. Donc ça nous menace tous. Donc nous avons tous peur d'agir, et nous ne savons jamais sur quelle tête cela va tomber. D'accord ? Et ça, pour moi, c'est ce qui fait en sorte que la première définition, celle des droits collectifs comme bouclier, où tous supportent ce bouclier parce que tous veulent protéger l'ensemble des individus. Alors ça ne peut jamais signifier que nous allons sacrifier certains sous prétexte de bien commun. D'accord ? Comme si, autrement dit, il y avait, disons, un nous, un ethos collectif, ou une forme de moralité collective qui était tellement forte qu'à la rigueur, tous les individus n'étaient que des visages indifférenciés. Comme si nous ne comptions pour rien, en réalité. Alors que, me semble-t-il, au contraire, ce que j'appelle des droits collectifs, par exemple les droits sociaux, ce sont des protections dont nous nous dotons tous, mais pour nous protéger les uns les autres. D'accord ? Donc, à partir du moment où on voudrait justifier des formes d'exclusion sociale sous prétexte de protection collective, ça m'apparaîtrait une contradiction dans les termes. D'accord ? Et ça, pour moi, c'est vraiment, je vous dirais, c'est le cœur du projet. Et quand je l'ai écrit au départ, j'avais des amis, je l'ai fait circuler, qui me disaient « Christian, t'enfonces des portes ouvertes, tout le monde pense la gauche de cette manière-là. » Et puis en fait, je me suis rendu compte que peut-être pas. Peut-être pas. Qu'il
l'individu a encore vraiment mauvaise presse, mais pour les mauvaises raisons. C'est pas un livre qui glorifie l'individualisme. C'est un livre qui dit que les individus doivent être libres de toute forme de domination, que ce soit celle qu'exercent les plus nantis ou les plus puissants contre les plus démunis, mais aussi contre la domination du groupe sur ses parties. Et le groupe, je ne le vois vraiment que dans la perspective d'une interaction. Et une interaction qui est indéfinie, qui n'est pas figée dans une volonté, disons, d'homogénéité sociale. Et cette interaction, en fait, c'est ce qui fait en sorte que les individus sont toujours à même de pouvoir dire « est-ce vraiment ce que nous voulons ?» Et dans une société comme la nôtre, parfois on a l'impression qu'on va nous faire valoir quelque chose comme un projet collectif, comme si les individus qui en faisaient partie, comme si les partis qui étaient membres de ce tout, ne comptaient finalement que pour très peu de choses. Et ça, pour moi, c'est exactement le contraire de ce que j'appelle, ou de ce que Rousseau appelait, une société bien ordonnée. C'est-à-dire une société où les individus peuvent vivre pour eux-mêmes, mais sont voués néanmoins à la défense de tous et de toutes. Et ça, c'est quelque chose qui est... Je ne crois, évidemment, je n'invente pas la roue, je pense que nous faisons déjà cela. Toute la question est de savoir, est-ce que nous voulons continuer à le faire ? Est-ce que nous réalisons que ce que nous faisons dans une société comme la nôtre, jusqu'à maintenant, nous l'avons relativement bien fait, nous pouvons le faire encore mieux, à la condition que nous ne changions pas ce projet de société auquel moi j'adhère et je crois bon nombre d'entre vous adhérer aussi. D'autres interventions ? Je voulais vous entendre sur la position de la gauche vis-à-vis d'un certain phénomène qu'on observe depuis quelque temps, notamment le phénomène de l'islamisme. L'islamisme qu'on voit un peu partout, qui émerge un peu partout. On voit ce qui se passe en France. Tout le monde pense que ça va arriver ici. Et je n'ai pas toujours compris la position de la gauche vis-à-vis de ce phénomène. Est-ce que vous pensez que ces communautés sont instrumentalisées et justement que c'est au nom de la solidarité qu'on observe ce phénomène se propager? Donc ces liens de solidarité s'exercent réellement depuis longtemps. Donc en parlant de la solidarité, je ne pense pas qu'on ait inventé quelque chose. Ils ont toujours existé et cette solidarité s'exerce au nom des phénomènes comme ça, des relations ethniques, des relations au nom des intérêts. Donc c'est quoi cette forme de solidarité que vous priez? Ça c'est la deuxième question, excusez-moi. Donc en quoi elle diffère cette solidarité, sachant que les liens de solidarité existent toujours? Et ils s'exercent malheureusement, j'ai l'impression que ça conduit souvent à la ghettoisation. Comment éviter cela? Merci. Merci. Alors juste une précision auparavant. Même si je dis très souvent la gauche, j'utilise un substantif comme s'il y avait quelque chose comme une vision homogène de la gauche, c'est bien sûr la gauche que je défends. D'accord ? Et c'est la gauche que je défends en fonction de principes que je ne crois pas inventer de toutes pièces. Donc je crois qu'elle correspond aussi à ce qu'est la gauche. Donc c'est pas simplement un souhait normatif, c'est aussi en partie ce que je crois être une description adéquate. Mais il est évident que bon nombre de gens qui se situent à gauche ne se reconnaîtront pas dans ce que j'écris. C'est d'ailleurs en grande partie aussi parce que je vais engager un débat au sein de la gauche. Maintenant, pour répondre à votre question, je dirais que je crois que en France commence à se manifester un autre discours de gauche qui montre à quel point, justement, toute la question de l'islamisme a été complètement instrumentalisée. C'est ce qui a permis, par exemple, de créer de toutes pièces, parce qu'on sait qu'à quel point Mitterrand a beaucoup fait pour que le Front National, en fait, se développe afin que lui puisse s'en démarquer. Et ça, c'est un jeu qui est extrêmement dangereux. Là, bon, évidemment, on pourra ne pas être d'accord sur cette manière de reconstruire l'histoire de France, et je ne me prétends pas du tout à l'histoire contemporaine de la France, je ne me prétends pas du tout spécialiste. Ce que je peux voir, c'est que de plus en plus, il y a des réflexions qui sont faites sur la construction d'un problème islamiste. Et ça devient très intéressant. Il y a plusieurs livres qui sont parus aux éditions de la Découverte récemment sur cette question, c'est-à-dire la construction du problème de l'islam en France. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problèmes sociaux? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problèmes, par exemple, dans les banlieues? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problèmes
appelons-les, même si je déteste l'expression, d'intégration. Je pense qu'il y a de réels problèmes. Mais ceux-ci n'ont absolument rien à voir avec l'islam, ou très peu à voir avec l'islam. J'en veux pour preuve, j'ai un ami, Ruven Augien, qui a écrit un livre, à mon avis, qui est très 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 bon, qui s'appelle « La guerre aux pauvres commence à l'école ». Et il montre en fait que le projet de Vincent Payon de créer un cours d'éducation citoyenne et une charte des valeurs laïques, en réalité est un projet qui, soi-disant intégrateur, vise à dénoncer des individus comme ayant des comportements déviants. Mais ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il marginalise. Loin de réfléchir aux conditions d'existence d'individus qui sont très souvent laissés à eux-mêmes. Vous savez que, par exemple, moi, ce qui m'a frappé, c'est que près de Nanterre, là où j'ai fait mes études, pendant des années, il y a eu un véritable ghetto, il y a eu véritablement un bidonville. Et ce bidonville avait disparu au moment où moi j'étudiais à Nanterre. Il est réapparu. Alors qu'aujourd'hui, il existe des bidonvilles à quelques kilomètres de la capitale, m'apparaît quelque chose d'absolument inconcevable. D'accord ? Et pendant ce temps-là, on se targue d'un discours soi-disant républicain sur un ethos commun dont ne partageraient pas les valeurs quelques individus parce qu'ils ne savent pas dire monsieur ou madame au professeur. Laissez-moi rire. Donc, je dirais que ici, ma grande crainte, c'est qu'on veuille construire un phénomène semblable. Et ça m'apparaît d'autant plus aberrant que je ne vois même pas le correspondant empirique à cette question. Je ne vois même pas où est le problème. Peut-être suis-je aveugle. Mais disons, nous sommes très nombreux dans ce cas-là à être aveugles. Et sincèrement, le jour où je pourrai voir le problème, je crois que c'est précisément parce que celui-ci aura été créé de toutes pièces. Il existera, mais parce que nous aurons voulu qu'il existe. Maintenant, par rapport à la deuxième question sur la spécificité de la solidarité dans un contexte, si j'ai bien compris, peut-être interculturel. C'est un enjeu sur lequel je n'ai pas suffisamment, disons, écrit dans le livre. Mais il y a une section qui porte sur le rapport à l'immigration. Et très souvent, on entend dans le discours tout ce que nous devons comme société d'accueil, tout ce que nous sommes en droit comme société d'accueil, de demander aux nouveaux arrivants. Et moi, ce qui me fascine, c'est qu'on ne pose jamais la question inverse, ou très peu. On ne se pose que très rarement la question de savoir que devons-nous nous demander à nous en tant que société d'accueil. Alors, ça peut paraître un discours, disons, sur l'hospitalité, sur la générosité. Pas du tout. Il s'agit d'avoir une réflexion sérieuse sur ce dont nous sommes capables, ce que nous pouvons faire, ce que nous sommes prêts à faire. D'accord ? Mais cette discussion, il faut l'avoir. Et il faut l'avoir dans des termes qui n'ont rien à voir avec une soi-disant confrontation des cultures qui ne fait que masquer des problèmes de justice sociale qui, à mon avis, sont beaucoup plus importants. Vous écrivez d'ailleurs la phrase suivante, c'est le peuple qui constitue la nation et non la nation qui détermine le peuple. Je trouve que c'est un énoncé très intéressant à la lumière de ce qui se passe en ce moment. Que pensez-vous du fameux projet de charte? On a l'impression que c'est justement un État qui veut imposer à la nation, alors que vous stipulez que ça devrait partir du contraire, partir de la base. Oui, en fait, moi, moi, je suis opposé à la charte dans un État actuel. Je suis tout à fait en faveur d'une certaine forme de laïcité. Ce qui me choque, bon, je n'en parle pas dans le livre parce que je n'ai pas pu en parler à l'époque. Vous en parlez rapidement quand même, le projet existait. Le projet existait. Ouais. Vous liez d'ailleurs au projet des cours d'histoire obligatoires. Voilà, c'est ça. Pour moi, bon, il y avait quelque chose dans l'air, mais je ne tenais pas à entrer dans ce débat parce que d'une part, je pense que ce débat est complètement instrumentalisé. Je pense que c'est quelque chose que le Parti québécois joue un jeu extrêmement dangereux, mais ça, nous pourrons en parler à d'autres moments. Mais aussi, c'est que on suppose qu'il s'agit véritablement de quelque chose comme d'un projet commun. On veut associer ça, par exemple, à des valeurs québécoises, donc à une entité collective. Et là encore, je trouve, mais pour d'autres raisons, que on confond
le groupe et les parties qu'il compose. Alors que pour moi, le groupe, c'est d'abord et avant tout des interactions. Ce n'est pas une entité homogène qui flotterait au-dessus de nos têtes et qui nous caractériserait, qui nous déterminerait. Non, en fait, le groupe, c'est nous qui le déterminons, comme par exemple pour les institutions. Et ça fait de vous un défenseur d'un certain pluralisme, est-ce qu'on peut utiliser ce mot-là? Ah, tout à fait. Ça, je me situe vraiment dans cette lignée. C'est pour ça que, par exemple, très souvent, le mot libéral en français est mal compris. Le libéralisme, d'abord et avant tout, ce que ça signifie, c'est la défense des libertés individuelles. Ce que j'ajoute au programme libéral, d'où ma référence à la solidarité et à l'idée d'être de gauche, c'est que pour moi, il ne peut pas simplement y avoir des libertés de droit ou des libertés civiques. Celles-ci s'accompagnent de droits sociaux, d'où la référence à un projet égalitariste. Oui. Il n'y a pas d'égalitarisme, si vous voulez, en termes démocratiques, s'il n'y a pas d'égalitarisme sous la forme d'un certain type de justice sociale. Et surtout, c'est que nous n'arrivons pas à voir que la question de l'éducation politique se vérifie à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, elle se vérifie par exemple dans le rôle des médias, elle se vérifie au niveau de la formation des individus à être des citoyens responsables, elle se vérifie dans la qualité de la délibération. Nous parlions de la charte tout à l'heure. Oui. Oui, il y a eu quelques débats intéressants, mais de manière générale, on en voit la preuve dans l'arène représentative, le débat, est plutôt faible. Lorsqu'on en est un est débat qui mise sur les artifices du spectacle. Tout à fait. Et Et qui mise à ce point sur les artifices de spectacle que maintenant les marionnettistes se montrent, c'est-à-dire qu'ils n'osent même plus dire ils ne se cachent même plus de dire que tout cela était de l'ordre de la manipulation politique. Par rapport à la mondialisation, là, moi j'aurais tendance à dire, là peut-être que nous allons diverger d'opinion, moi j'aurais tendance à dire que ma véritable question, la véritable préoccupation qui est la mienne, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exclusion. Qu'il n'y ait pas d'exclusion pour des raisons culturelles et qu'il n'y ait pas d'exclusion pour des raisons sociales. D'accord ? Et pour moi, la question sociale est première parce qu'elle est conditionnelle à la question culturelle. C'est-à-dire, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où il y a une exclusion sociale que nous avons de bonnes raisons de croire des replis, par exemple des replis identitaires, qui font en sorte qu'il n'y a pas de possibilité de communication entre les individus. D'accord ? Et ça m'apparaît un très grave problème. Quand les individus ont considéré qu'il vaut mieux s'unir entre eux plutôt qu'être dans un dialogue social, parce que la solidarité n'est pas présente, alors nous nous retrouvons devant des phénomènes soit d'exclusion ou d'auto-exclusion. Par rapport aux questions au sujet des demandes, disons, déraisonnables, d'accord ? Bon, d'une part, moi, je suis un grand défenseur des libertés individuelles. Je ne crois pas, en tout cas, il faudrait que je me relise, être un défenseur de l'individualisme. Je ne suis pas du tout un défenseur de quelqu'un qui pense que nous devrions nous isoler les uns les autres et qu'une société n'est que la somme de ces individus. Moi, je pense essentiellement qu'une société émerge dans le rapport des différences entre les individus. Qu'elle émerge justement que lorsque les individus se mettent ensemble, c'est précisément non pas pour faire taire leurs différences, mais pour rendre possibles les différences. D'accord ? Donc il y a solidarité, il y a véritablement échange entre les individus, mais ces individus, ça ne veut pas dire qu'ils sont isolés les uns des autres. Parce que le meilleur moyen de faire disparaître les individus, c'est de les isoler les uns des autres. À partir du moment où les individus sont isolés les uns des autres, alors nous sommes certains d'avoir quelque chose comme la tyrannie de la majorité. D'accord ? Ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'apparaît extrêmement important. Maintenant, pour répondre à votre question de manière un peu plus directe par rapport à est-ce que nous devrions tout accepter, je crois avoir dit précisément le contraire. Je crois profondément dans une société qui a des principes de tolérance, mais ces principes de tolérance ne devraient jamais admettre l'intolérance. D'accord ? Maintenant, toute la question est de savoir où situer cette intolérance. Et là, pour moi, il n'y a pas de critère absolu. Le grand danger, prenons le débat que nous avons eu, par exemple, le pseudo-débat que nous avons eu sur les turbans. D'accord ? Et puis le soccer, etc. Pour moi, il n'y a pas eu de débat. Pourquoi ? Essentiellement parce que nous avons voulu penser les choses de manière absolutiste. Nous avons voulu penser les choses dans une espèce d'alternative ou bien. Il n'y a aucun enjeu social de cet ordre qui peut être pensé de manière absolutiste. Ce que nous voulons essentiellement, c'est de trouver un scénario qui soit le plus, disons, acceptable pour l'ensemble des parties prenantes. D'accord ? Pour moi, le grand danger, c'est lorsque nous pensons les choses de manière dans une alternative ou bien, et où il y aurait quelque chose comme le mal et le bien, ou le juste et l'injuste. Si nous pensons dans une perspective qui est la mienne, de celle de réfléchir en termes d'injustice ou de tendre vers la justice, alors ce n'est toujours que de manière progressive.
D'accord ? Donc il n'y a pas de situation, il n'y a rien qui me permet de dire que par exemple toutes les situations s'égalent et qu'à partir du moment où nous aurions quelque chose comme une charte de la laïcité par exemple, nous pourrions résoudre l'ensemble des problèmes. Il y aurait là aussi des cas par cas. D'accord ? Et ce serait très dangereux, je serais très inquiet et je serais le premier à m'opposer à une société qui prétendrait par le décret d'une charte régler l'ensemble des problèmes où il n'y aurait plus la possibilité qu'il y ait quelque chose comme par exemple des accommodements ou des arrangements lorsque cela apparaît nécessaire. Parce qu'encore une fois, ce que nous voulons, c'est une situation où la société puisse, où il y a le mieux-être pour l'ensemble des individus et non pour une majorité qui déclarerait ce qu'est le bien commun, par exemple.